Merci Chris pour cette petite philosophie qui est drôlement dense oui. et qui mobilise beaucoup de concepts, d'auteurs, de pistes. J'en ai en tout cas énormément de mon côté. Mais je voudrais surtout ouvrir le débat à l'audience. Je suis sûr qu'il y a des questions, des réactions. Bon, merci Chris, toujours tellement riche, tellement inspirant. Alors, moi j'aurais une petite question surtout pour voir ton avis par rapport à ce que tu as appelé les synergies malheureuses. C'est-à-dire ce petit moment, parce que là, en pensant les synergies, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait pas si les synergies doivent elles-mêmes intégrer aussi cette part maudite, comme dit Bataille, ce moment de dépense, cette part du diable, comme dit Maffezoli. En fait, c'est ce moment qui est vraiment finalement pas heureux du tout. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que quand tu as cité Sloterdijk avec cette idée de biophilosophie, que je trouve très importante, je ne la connaissais pas. En fait, c'est quelque chose qui inspire beaucoup. Aussi, je pense à ce problème qu'on peut trouver dans cette idée peut-être de biophilosophie de co-isolation, de définition de cette part maudite au milieu de quelque chose qui devrait être normalement heureux, normalement harmonieux. Donc voilà, c'était seulement pour savoir si tu as un peu réfléchi là-dessus. Ah oui, moi je suis tout à fait. Enfin, je trouve que justement tu amènes cette question. Parce que la synergie, c'est pas forcément l'harmonie qui serait apollinienne, au sens où Apollon ne serait pas en train aussi de devoir travailler avec Dionysos. Hein, cette idée que les références humaines sont doubles, c'est pas simplement l'ordre harmonieux, mais ce sera aussi des énergies justement liées à la nature d'ailleurs, hein, qui sont dionysiaques, hein, qui sont justement des énergies d'une puissance qui peuvent être extrêmement destructrices. Je trouve que la question de la part maudite, la question justement, on ne peut jamais ignorer tous les travaux de Bataille et aussi la question, quand on parle même de l'énergie, quand on parle des énergies, l'énergie qui va nous permettre de vivre et puis la limite de transmettre aussi et puis de poursuivre l'histoire de l'humanité. Et ça peut être l'énergie aussi qui va nous consumer, nous brûler, nous détruire. Et je pense que cette question de la consommation, qui n'est pas simplement la consommation, qui est très importante. Et je pense, par exemple, en lisant par exemple Peter Sloterdijk, justement qui est beaucoup sur la question, il renvoie beaucoup à la question de l'immunologie. Il s'inspire beaucoup de l'immunologie pour travailler sur sa théorie finalement des établissements humains, dans sa fameuse trilogie qui est vraiment très forte, je trouve, quand on travaille sur la question des établissements humains. Lui, il travaille sur la question de l'immunologie, donc il va jusqu'au bout sur cette question de la biosophie. Hein, et pour lui, c'est la biosophie, et c'est plus du tout la philosophie comme celui qui aime la sagesse. Hein. Et donc, il y a une sagesse du vivant, quelque part. Hein. S'il y a l'idée... donc, il va montrer comment, quand même, dans les images... quand il travaille sur la bulle, c'est quand même l'image primordiale de l'amniotique, c'est-à-dire de l'enfant qui naît dans le ventre d'une femme, et donc c'est cette bulle amniotique qui est la tentation de beaucoup de reproductions pour se sentir en sécurité, de reproduire une bulle quelque part, hein, un entre-soi. Et je pense que ce travail de l'immunologie, c'est tout un travail très important parce que ça va être quelque chose qui a rapport avec le fait que il n'y a pas qu'une destruction qui peut venir de l'extérieur, il y a une destruction interne au système aussi. Que le système peut s'auto-détruire aussi dans l'immunologie. Bon, moi, je ne suis pas du tout biochimiste, immunologue, je me suis pas mal renseignée auprès, par exemple, d'Antoine Younes sur sa question de l'immunologie, pour comprendre un peu ce qu'il en est de Peter Sloterdijk. Mais en tout cas, je pense que c'est très fort là-dessus, c'est un rapport au vivant. Et je trouve que ce qui manque chez Sloterdijk, c'est pour ça que je me nourris beaucoup de Walter Benjamin ou de Guattari ou de Bataille.
Je pense que c'est important, et je pense que quelqu'un comme Maffezoli aussi participe complètement. Il y a ce rapport quand même au désir. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement le désir au sens d'un flux, d'une poussée, comme disait Freud, ce qui nous pousse, comme il y a la poussée qui pousse le végétal à pousser, il y a quelque part la poussée, la pulsion, dont parle Freud. Et donc ces fameuses pulsions de Eros et Thanatos qui sont profondément à la fois des pulsions de vie et des pulsions de mort. Et je trouve que, mine de rien, Sloterdijk, en travaillant par rapport à l'immunologie et le risque interne et externe, il renoue avec cette question indirectement, mais pas de façon aussi forte, même si c'est par rapport au désir. Et je pense que cette question, justement, du rapport, d'une capacité d'autodestruction, de comment les sociétés s'autodétruisent, et aussi tout ce qu'on a appris, par exemple, sur la part maudite, et même comment des sociétés, par exemple Pierre Clastre, cet ethnologue, qui analyse comment des sociétés, justement, vont détruire le surplus de richesse pour qu'ils ne deviennent pas maléfiques. Et comment il y a cette grande consommation au sens de destruction collective pour éviter d'être enfermé dans un surplus, c'est fondamental. Et c'est vrai que cette question du surplus, elle est déterminante. Le surplus de la consommation pour ceux qui en ont trop, alors que d'autres n'ont pas. Le surplus de ces destructions, enfin de tous ces outils chimiques qu'on va mettre dans l'agriculture, que ça va détruire. Je veux dire, donc on voit évidemment comment on est hanté par ça. Et moi, par exemple, quand est sorti le rapport Brundtland, qui m'a beaucoup marqué, ce rapport Brundtland que j'ai lu, donc qui sort à peu près en 89, 87, je crois qu'il est publié au départ. Et quand je l'ai lu, j'étais très déçue de voir qu'évidemment, on ne parlait pas de l'architecture ni rien, mais on nous montrait la destruction. Et pourquoi il était très très important? Parce que c'était le premier contrat planétaire. J'ai fait d'ailleurs un texte à ce propos. C'est le premier, dans notre livre, qui est d'ailleurs, je pense, un collectif sur habiter le propre de l'humain, qu'on a fait avec Thierry Paco, et puis Michel Musso, et puis quelqu'un d'autre, bon, peu importe. Il y avait moi. Et bien, donc, cette idée que, justement, c'était la diversité qui était en cause, mais que justement, cette diversité, elle était importante, et que dans le rapport Brundtland, quand elle a été lancée, ce fameux contrat, moi, m'a rappelé le contrat social de Rousseau, qui était basé vraiment sur le contrat social, c'est-à-dire comment les hommes vont faire contrat, et ce rapport aussi à la nature, chez Rousseau, qui est très important. Mais c'est vrai que dans ce coup, on voyait entrer le viable, le vivable, l'équitable, donc on voit circuler beaucoup dans les interventions des uns et des autres. Si on ne veut plus parler du durable, on parle de viable, vivable, équitable, c'est ce que je fais moi aussi. Mais parce que ça nous renvoie à la vie, à l'habiter en tant qu'humain, et aussi quand même à la justice sociale. Cette idée de la justice sociale. Et donc c'est pour ça que, est-ce qu'une façon de faire société qui est basée sur un productivisme prédateur, qui est mortifère, qui est nocif, il n'est pas justement basé sur la capacité d'accumuler tellement, et que ça accumule finalement le désir de s'emparer du bien personnel ou groupal, et d'éliminer les autres. Et donc, il y a certainement quelque chose d'extrêmement fort à réfléchir pour nous humains sur ce rapport à Eros et Thanatos, et sur ce rapport à l'importance de se réinscrire dans la transmission. C'est-à-dire dans le fait qu'il y a un travail sur soi pour ne pas simplement être dans la culture de soi. Parce que c'est peut-être un risque quand on regarde même par rapport à Foucault, je pense qu'à la face de l'évolution de Foucault, c'est un peu que soi-même on est une œuvre. En fait, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un moment, on est complètement habité par l'individu, et presque le culte de l'individu, au détriment du bien commun. Je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui on voit ressurgir cette notion de bien commun qui était centrale chez Aristote ou chez Platon, et on va ressortir par exemple dans beaucoup de textes qui étaient très très discutés sur l'intérêt général, enfin, dans les textes aussi bien au XVIIIe siècle chez les Lumières que dans les textes qui sont sortis au fil des lois, au fil du temps. Et je pense que ce travail sur ce rapport à la part maudite,
cette capacité de démesure du bris, dont on a besoin peut-être aussi pour, je sais pas, exorciser les mauvais démons, ou, je sais pas quoi, ou peut-être se retrouver, se réorienter soi-même. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, ça relève cette notion du mystère, tout ce travail du mystère qui est présent, qui est réactivé, je pense, aujourd'hui dans des textes, ou même le thème de la magie. Moi, je vois, par exemple, je suis invitée à un colloque sur le numérique et la magie, et la transe, complètement magique. C'est nouveau. Corps, même l'esprit. Merci Chris pour cette brillante conférence. Et moi j'aurais une question, peut-être une interrogation personnelle aussi, qui est au sein de ces 5 lignes de vie que tu nous exposes. Au fond, est-ce qu'il n'y en aurait pas une ou d'autres supplémentaires, bien sûr qu'on peut en ajouter, mais une qui t'aurait aussi, je dirais, stimulé ou intéressé, c'est la ligne de vie liée au champ du spirituel. Et je me suis, dans mon passé, j'ai vécu au Japon, et tu cites Berck, et quand on regarde la manière dont les hommes habitent ce territoire, il y a un rapport, il y a la question il y a la notion d'alimentation qui est très importante, et le riz. Le riz la culture du riz qui est liée à un rituel avec donc la culture Shinto, et qui a aussi motivé cette civilisation pour être, je dirais, autosuffisante en riz, parce que le riz est associé à une culture, enfin, je dirais, à des symboles forts de la société, de sa vie. Et donc ça, c'est juste un exemple, mais on peut citer aussi dans notre culture à nous l'encyclique du pape François sur la maison commune, qui fait le lien entre la Bible et puis l'écologie. Et au fond, on peut aussi en ajouter d'autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui aussi cette nécessité, au fond, de penser ces lignes de vie en y ajoutant aussi cette dimension qui est aussi pour moi une inspiration? Et je me demandais si toi, tu avais un petit peu aussi songé, enfin j'imagine que oui, mais comment tu traiterais cette question? Absolument, pour moi, enfin, c'est pour ça que je n'ai pas lu mes notes, parce que c'est vrai que je pensais qu'on était fatigué. J'avais envie de les lire, je m'étais dit je vais les lire, j'ai dit à tout le monde je vais lire mes notes, je suis fatiguée. Mais en fait, pour moi, ces 5 lignes de vie, il y en a d'autres, c'est évident, hein, c'est une amorce. Hein. C'est des lignes de vie que je trouve directement impliquées dans la question de la transition synergique projectuelle. Je pense que c'est directement impliqué. Mais pour moi, elles sont vraiment... Ce qui est transversal à ces 5 lignes de vie, c'est justement, Peter l'évoquait, pour moi, un livre auquel je tiens beaucoup, c'est le colloque qu'on a fait à Cerisy, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour le faire, parce que ça rendait hommage à ce philosophe Henri Maldinet, où en fait tout son travail, par exemple son gros bouquin « Ouvrir le rien », ça paraît inimaginable de voir 500 pages sur « Ouvrir le rien », ça n'est que sur la question de la force de l'esprit. Vraiment, quand je parle du mental, la question des valeurs, le rapport, le sacré, le profane, par exemple, Mircea Eliade. Pour moi, les 5 lignes de vie que j'évoque comme des lignes de vie, parce que c'est rapport au vivant, au bios, et aux zoé, enfin, à ces 2 formes de vie, si on reprend la forme grecque, ça ne tient en tant qu'humain que si on a ce rapport au spirituel et au mental et aux valeurs, enfin, parce qu'on est capable en tant qu'humain de se donner la mort pour défendre une valeur. On est capable. C'est-à-dire que c'est une caractéristique. Alors c'est pas simple, c'est pas évident, il faut beaucoup, mais n'empêche que c'est possible. Et d'ailleurs, si on continue à exister d'une certaine manière, c'est parce que certains, quelque part, ont eu cette capacité. Donc cette capacité de se dépasser, le dépassement, qui est un dépassement extrêmement spirituel, et qui est, je pense, très présent. Tout le monde cherche un petit peu comment est-ce qu'on va donner place au spirituel, qui n'est pas forcément religieux, qui est religieux, mais qui n'est pas forcément religieux, et qui est absolument central. Et pour moi, la philosophie par exemple, de Maldinet, si elle est aussi forte aujourd'hui, et si je pense qu'il a beaucoup à nous dire, parce qu'en fait, il a consacré sa vie entière, Maldinet, il a refusé d'ailleurs d'aller dans les médias, de perdre son temps quelque part dans le monde médiatique. C'est qu'en fait, il travaillait sur la maladie mentale, la folie, penser l'homme et la folie,
sur la question de l'art et sur la question finalement de la philosophie grecque et allemande, en fait, parce qu'il s'est spécialisé là-dedans et sur la psychanalyse. Mais en fait, ce qu'il apporte lui, en tant que penseur, c'est une philosophie de la sensation, mais autre que celle du sentir, c'est pas la sensation. La sensation, c'est plutôt Deleuze, mais c'est une philosophie du sentir, et ce sentir qui est en fait une façon d'être, lui il parle pas de synergie, mais qui est complètement ça, c'est-à-dire qu'on est capable d'être en contact avec le tout, et quand tu es en contact avec le tout et le tout autre, tu es en contact avec le sacré, quelque part. Et donc un sacré qui est un sacré qui nous englobe, qui nous structure, qui nous traverse, qui nous irrigue, Et c'est pour ça que pour moi ces lignes de vie, elles ne tiennent que parce qu'elles sont reliées, cette puissance du spirituel. Et je pense d'ailleurs que l'architecture, mais vraiment, elle n'est comme un espace mental qui transforme la matière, donc il y a une énorme responsabilité dans la transformation de la matière, dans les organisations humaines, comme on disait, de transformation sociopolitique, mais elle fait œuvre d'esprit et de synergie. Et il peut y avoir des architectes maléfiques. Je pense qu'il y a des architectes maléfiques et des paysagistes maléfiques. Et j'ai une fois visité des opérations, je me dis pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose de si méchant pour habiter? Parce que quelque part, c'était vraiment c'est une façon de projeter une espèce de volonté quelque part d'ordonner d'une certaine manière, voire de punir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un contresens, je pense, dans l'architecture. C'est pour ça que je pense que travailler sur la question de la bienveillance, au sens de veiller bien en économie sur le domaine, au sens de ménager son domaine, ménager au sens de bien, de veiller sur les choses pour que ça marche bien. C'est intéressant la manière de faire. Et c'est vraiment c'est déterminant. Et c'est difficile d'en parler, parce que de même, c'est difficile de parler du rapport sur les genres, masculin, féminin, on ne sait pas trop comment en parler, c'est très dégénère, c'est le cas de le dire. C'est de parler de cette question du rapport au sacré, qui est déterminant, et du spirituel. Donc Kandinsky, vous en avez parlé, de son magnifique, donc, du spirituel dans l'art. Et je pense que toute l'œuvre de Malviner là-dessus. Et sur ouvrir des possibles. Parce que ouvrir le rien, pour Malviner, c'est ouvrir des possibles. Et ouvrir des possibles à partir de ce qui est là. Et il n'y a rien. Tout est déjà là, mais en même temps, si on n'ouvre pas ce qui est là, en fait, c'est qu'on ne le reconnaît pas. Donc c'est quand même intéressant. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans c'était déceler les choses, et les repérer. Peut-être sur l'occasion pour une dernière question, peut-être une réaction rapide sur quelque chose qui revient quand même en filigrane depuis ces quelques jours et qui va être le sujet d'un des prochains colloques Alter-Ruralité, c'est la question du genre et l'importance des discours féministes qui émergent en fait dans tous ces questionnements. Ce n'est pas une question anodine. Tu sais que je le traite depuis longtemps. Et quelque part, le retour rural, le lien au biologique et la question de la mère, de la naissance, de la maïeutique, etc., sont des questions importantes. Peut-être un petit mot là-dessus pour... Ben oui, mais je l'ai dit un peu rapidement, mais si tu veux, le fait par exemple, l'ouvrage justement sur, par exemple, cet ouvrage d'Emilias, sur Reclaim, qui reprend toute la lignée du travail qui a été fait par les écoféministes, notamment aux États-Unis, sont complètement sur... c'est un petit peu... sont totalement complètement sur la redécouverte du rapport nature-culture, le fait que... c'est revenir sur ce qui fait corps, en fait, ce qui fait corps et ce qui fait aussi symbolique. Donc c'est un rapport à la fois réel, imaginaire et symbolique. Et c'est évidemment très très important, parce que il y a tout un rapport extrêmement délicat, parce qu'il y a des grands débats. Et je trouve que ce livre, qui est justement qu'une de mes doctorantes m'a fait connaître, justement Céline Baudard,
justement sur... il est vraiment important sur ces questions-là, parce qu'il refait le point sur... moi j'avais lu par exemple Révèle l'obscur, parce qu'on revient toujours sur la part d'ombre, la part maudite, Révèle l'obscur, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la transparence, les lumières, qui était très important, qui est dans cette lignée. Et moi je pense que, tu vois, la question du genre elle est importante, c'est pour ça que moi je la mets parmi les questions fondatrices, qui amènent à refonder. Et je pense que le rural il contribue à le faire, et je pense que l'urbain aussi contribue à le faire. Par contre, je pense qu'il y a aussi, ça a été dit, mais par exemple la question de l'archaïque déterminant, et ça rejoint beaucoup cette question de l'arché sacré quelque part dans les établissements humains, parce que quand tu fondes quelque part un lieu, il y a une fondation qui revoit quelque chose d'archaïque quelque part. Et c'est ce que vous disiez. Et en tout cas, nous, par exemple, on a déjà programmé avec le réseau Philo et avec Gerfo et avec la Cité de l'Architecture, justement un colloque qui va s'appeler, qui a un rapport au sacré. Moi, je ne sais pas, sera sacré, c'est possible, porté par justement Stéphane Bonzani. Et c'est le thème sur l'archaïque. L'archaïque, j'ai dit le sacré, non, c'est l'archaïque. Et sur l'archaïque, pourquoi ? Parce que l'arché quand même, de quoi est-ce qu'il est question quand on parle d'architectone ? C'est quand même, c'est très très important de travailler là-dessus. Et je pense que, tu vois, ça rejoindra ces questions de genre. C'est quelque chose d'archaïque dans le genre. C'est très archaïque. Comme dans la nature, c'est très archaïque. C'est pour ça que la reprise, vous voyez, la reprise dont parle Kierkegaard, la façon dont Kierkegaard nous parle de la répétition, c'est quand même intéressant. Se ressouvenir en avant, c'est-à-dire, il y a toujours cette question de quelque part, c'est pas l'origine, mais c'est l'arché. Mais c'est quoi cet arché ? C'est quand même quelque chose de très, très mystérieux, de très puissant, de très énigmatique. Quand on avait fait par exemple le livre avec Philippe Madec et Benoît Goethe sur l'indéfinition de l'architecture, parce que par provocation, il n'y avait pas de définition d'architecture, mais indéfinition d'architecture, justement, on avait mis l'accent sur la question de l'énigme. C'est l'énigme. Et c'est parce que c'est énigmatique que c'est pas l'affaire d'un seul. Même si quelqu'un propose une idée, c'est très important qu'il y ait tout ce travail pour qu'il soit discuté, retravaillé, retransformé, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place qui est formidable, parce que cette idée qu'il y a des intersubjectivités qui se combinent à des subjectivités. Donc, je pense que c'est un thème très important et très archaïque. Tu nous renvoies à nos planches de dessin avec beaucoup d'idées, beaucoup de richesses. Je crois qu'il y a des choses d'une grande profondeur qui sont amenées ici. Il y a aussi des questions très pragmatiques. On peut aussi prendre les choses très pragmatiquement. La question du faire ensemble, ça nous parle. Évidemment, revoir les questions du pouvoir, la puissance, parce que ce sont des termes qui ont été monopolisés par les politiques et l'économie, les prédateurs. Le pouvoir et la puissance, on les comprend comme quelque chose de mal. Quelque chose que je vois comme très important aussi pour l'architecte, c'est la notion de représentation. Évidemment, le pouvoir de l'idée passe par la représentation. Alors pourquoi est-ce qu'on stagne dans nos outils de représentation ? Il y a une énorme stagnation dans ce qu'on représente et les outils qu'on utilise. Donc voilà, autant de questions ouvertes. C'est vrai, mais tu vois justement cette idée de se dire que les architectes, les paysagistes, les artistes, les élus, les philosophes, les sociologues, comment est-ce qu'ils peuvent inventer ensemble des lignes de vie synergiques, régénératrices ? Parce que, étant donné qu'on hérite d'un monde extrêmement malade et torturé, des lignes de vie régénératrices, on en a besoin. Et je pense que ça sera ensemble qu'on y arrivera. Je suis d'accord avec ça, complètement. Alors, un grand merci, Chris. Merci. Bonne soirée.